L'écho résonnait dans les couloirs de marbre du manoir, comme un fantôme refusant de quitter son foyer. Victor Beaumont resta immobile devant la baie vitrée de son bureau, contemplant les jardins parfaitement taillés qui s'étendaient devant lui comme un océan vert et ordonné. Ses mains, durcies par des années de décision implacable, tenaient une tasse de café qui avait depuis longtemps perdu sa chaleur. La vapeur s'était évanouie, de même que toute chaleur qui aurait pu exister dans ce lieu qui fut autrefois un foyer. Il avait bâti un empire hôtelier à partir de rien, chaque pierre étant posée par sa propre détermination de fer. Les journaux parisiens le décrivaient comme l'homme d'acier, le millionnaire sans cœur qui change tout ce qu'il touche en or. Ils avaient en partie raison. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, sauf ce qui comptait le plus. Un léger gémissement provenant du deuxième étage interrompit ses pensées. Julien, son fils de 7 ans, dont le monde se limitait à une chambre remplie de jouets coûteux qu'il n'avait jamais touchés et de fenêtres donnant sur un monde auquel il ne pouvait pas appartenir. L'enfant était né avec une infirmité motrice cérébrale et un handicap intellectuel sévère. Il ne pouvait pas marcher, bougeait à peine les bras, et les mots n'étaient jamais sortis de ses lèvres. Depuis la mort de sa femme, Victor avait construit des murs non seulement autour de sa propriété, mais aussi autour de son âme. Il avait embauché une succession interminable d'aides soignantes, infirmières spécialisées, thérapeutes aux titres impressionnants, professeurs aux diplômes parfaits. Tous arrivaient avec de l'espoir, tous repartaient avec la même expression de défaite silencieuse. Aucun n'était resté plus de quelques mois. Aucun ne semblait connecté avec l'enfant. La sonnerie de la porte retentit à travers le manoir comme un défi. Victor regarda sa montre. 3 heures de l'après-midi, l'heure de l'entretien, et se dirigea vers l'entrée principale avec des pas précis qui avaient appris à ne montrer aucune émotion. La femme qui attendait sur le seuil n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ses vêtements étaient simples, presque usés. Ses chaussures portèrent les marques de nombreuses promenades et son sac semblait avoir connu des jours meilleurs. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, droite mais sans arrogance, sereine mais alerte, qui fit que Victor s'arrêta. Ses yeux sombres le regardèrent directement, sans le mélange habituel d'admiration et de nervosité que la plupart des gens montraient en sa présence. « Vous devez être Monsieur Beaumont, dit-elle en tendant une main ferme. « Je suis Marianne Hébert. » Victor l'étudia. Son CV était étonnamment maigre. Pas de diplôme formel en éducation spécialisée. Pas de certification impressionnante. Juste quelques emplois sporadiques en tant qu'aide-soignante et une lettre de recommandation d'une famille modeste. « Mademoiselle Hébert, commença-t-il, en gardant le ton professionnel qu'il utilisait dans toutes ses réunions d'affaires. Je crains que votre expérience ne soit limitée. Mon fils nécessite une attention spécialisée. » Marianne ne détourna pas le regard. « Je n'ai pas de papier pour vous impressionner, » dit-elle avec une franchise qui le prit au dépourvu. « Mais j'ai passé 10 ans à apprendre à mon petit frère à écrire son nom, même quand les médecins disaient qu'il ne comprendrait pas les lettres. » Victor plissa les yeux. « Et où est votre frère maintenant ?»« Mort, » répondit-elle d'une voix plate mais avec une fêlure à peine perceptible. « Mort dans un hôpital public, attendant une aide qui n'est jamais venue. Mais je sais ce dont votre fils a besoin, pas de pitié, pas de sermon. Il a besoin de quelqu'un qui le voie. » Le silence s'étendit entre eux comme une corde tendue. Victor ne dit pas oui. Il se contenta de se lever et de murmurer « Voyons ce que vous faites. » Avec Julien. La chambre de Julien occupait le coin nord-est du 2e étage, avec des fenêtres donnant à la fois sur le jardin avant et sur le côté. C'était un espace froid malgré sa taille généreuse, rempli de jouets technologiques qui promettaient développement et apprentissage, mais qui restaient inutilisés. Des mobiles coûteux pendaient immobiles au plafond, et des livres aux illustrations brillantes restaient empilés sur des étagères parfaitement ordonnées. Julien était allongé sur son lit spécialisé, les yeux perdus dans un point indéfini, au-delà de la fenêtre. Il ne tourna pas la tête quand ils entrèrent, ne montra aucun signe de reconnaissance. Ses bras reposaient immobiles sur les côtés, ses jambes fines, couvertes d'une couverture douce. Marianne entra sans faire de manière. Elle se dirigea vers la fenêtre, ferma partiellement les rideaux pour adoucir la lumière, puis s'assit par terre à côté du lit. Elle sortit de son sac un livre doux aux pages qui craquaient au toucher et commença à le feuilleter lentement.
Victor observa de la porte, observant chaque mouvement. Il avait vu cette scène des centaines de fois. L'enfant ne répondrait pas. Il n'y avait aucune raison d'attendre quelque chose de différent. Mais, après quelques minutes, Marianne murmura « Je parie que vous avez vu des centaines de personnes aller et venir. Mais je ne partirai pas tant que vous et moi n'aurons pas terminé cette histoire. » Et quelque chose dans les yeux de Julien changea. Ce fut à peine perceptible, un battement de paupières différent. Mais Victor le remarqua. C'était comme si l'enfant avait dormi et était soudain présent. Marianne continua de lire, d'une voix basse et mélodieuse. Elle décrivait chaque image, faisait des sons doux pour accompagner les mots. Quand elle eut terminé, elle resta assise, un moment de plus avant de se lever. « Nous continuerons demain, dit-elle à Julien, puis elle se tourna vers Victor. « Pourrions-nous parler ?» Dans le couloir, Victor s'attendait aux excuses habituelles, aux promesses de progrès, aux explications sur les méthodes spécialisées. Au lieu de cela, Marianne dit « Il comprend plus que vous ne le pensez. Il a juste besoin de temps pour faire confiance. » « Beaucoup d'autres personnes ont dit la même chose, » répondit Victor, la voix fatiguée d'espoir brisé. « Je ne suis pas beaucoup d'autres personnes, » répliqua Marianne simplement. Cette nuit-là, Victor examina les enregistrements des caméras de sécurité de la chambre de Julien, une habitude qu'il avait développée pour surveiller les aides-soignantes. Il vit quelque chose qui le fit trembler. Pendant ces minutes où Marianne lisait, l'expression de Julien avait changé. Ses yeux avaient suivi le mouvement des pages. À la fin, quand elle lui dit qu'il continuerait demain, il avait cligné des yeux 3 fois de suite. C'était le premier signe de réponse qu'il avait montré depuis des mois. Au cours des semaines suivantes, Marianne arrivait ponctuellement à 8 heures du matin et restait jusqu'à 6 heures du soir. Elle ne suivait aucun protocole établi, n'utilisait pas d'équipement coûteux ou de techniques révolutionnaires. Au lieu de cela, elle semblait guidée par quelque chose que les médecins ne pouvaient pas mesurer, l'intuition. Elle initia Julien à des jeux simples, avec des sons et des lumières. Un jour, elle apporta une boîte avec de gros boutons aux couleurs vives. Quand Julien, après plusieurs tentatives, réussit à appuyer sur un bouton qui émettait un « bonjour » enregistré, Marianne applaudit comme s'il avait gagné une médaille olympique. « Excellent, Julien. Tu as dit bonjour ?» Victor, qui observait depuis son bureau via le moniteur, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été endormi pendant très longtemps. Les petits triomphes s'accumulèrent. Julien apprit à appuyer sur un bouton pour écouter de la musique. Il commença à suivre des yeux le mouvement des jouets que Marianne agitait devant lui. Et un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marianne avait apporté un tapis moelleux et s'était allongée à côté du lit de Julien pour lire. Elle changea la fin de l'histoire, la rendant ridiculement drôle, et quelque chose d'incroyable arriva. Julien rit. Ce n'était pas un son normal, c'était grinçant, guttural, comme s'il venait d'un endroit profond qui avait été silencieux trop longtemps. Mais c'était indubitablement un rire. Victor, qui était entré à ce moment précis pour vérifier quelque chose, resta paralysé, sur le seuil. Sa gorge se serra, ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne se souvenait pas avoir versées depuis les funérailles de sa femme. Ce rire sonnait comme l'espoir. Marianne remarqua sa présence et lui sourit gentiment. « Julien a un grand sens de l'humour », dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Cette nuit-là, Victor ne put pas dormir. Il se leva plusieurs fois, parcourut la maison vide, se souvenant de sons dont il ne savait pas qu'ils lui manquaient. Il se retrouva devant la chambre de Julien, écoutant la respiration douce de son fils. Pour la première fois depuis des années, il entra et s'assit sur la chaise près du lit. « Je suis désolé », murmura-t-il, même s'il savait que Julien dormait. « Je suis tellement désolé. » Les semaines devinrent des mois. Marianne développa une routine avec Julien qui semblait défier chaque diagnostic médical qu'il avait reçu. En utilisant une tablette spéciale, elle lui apprit à identifier des images. Lorsque Julien appuyait sur une image du soleil, Marianne célébrait comme s'il avait déchiffré le code le plus complexe du monde. « C'est ça. Soleil. » Julien appuya à nouveau, et à chaque fois, Marianne répondait avec le même enthousiasme, authentique. Un jour, Victor entra alors qu'ils étaient en séance. « Il comprend ça ?» demanda-t-il, incapable de cacher son étonnement. « Il comprend plus que vous ne le pensez », répondit Marianne doucement. « Il n'a juste jamais eu quelqu'un qui lui apprenne comme si ça comptait. » Victor resta là, observant son fils appuyer sur différents boutons,
chaque choix étant accueilli par la célébration et les encouragements. Il réalisa que pendant toutes ces années, il avait considéré Julien comme un problème à résoudre et non comme une personne avec son propre rythme et son propre potentiel. Cette nuit-là, Victor sortit l'album photo, un qu'il n'avait pas touché depuis des années. La première image montrait sa femme tenant Julien quand il était bébé, souriant avec une lueur dans les yeux qu'il n'avait pas vue depuis. Il resta à contempler la photo jusqu'à ce que les larmes effacent les images. Le lendemain, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il remercia quelqu'un. « Merci », dit-il à Marianne, 2 mots simples qui portaient des années de poids. Elle acquiesça simplement. Il fait tout le travail. Je ne fais que suivre son rythme. Mais les choses n'étaient pas parfaites. La vie est rarement parfaite, même quand elle commence à s'améliorer. Un après-midi, Marianne demanda à Victor s'il assisterait à un petit événement scolaire, au centre de réadaptation. « Les parents ont été invités », expliqua-t-elle. « Les enfants vont présenter ce qu'ils ont appris. » Victor, visiblement mal à l'aise, marmonna « Je n'ai pas le temps pour ça ». Il vit quelque chose dans les yeux de Marianne, de la douleur peut-être ou de la déception, mais elle n'insista pas. Cette nuit-là, Marianne pleura en silence. Non pas pour elle-même, mais pour Julien qui s'était entraîné à montrer à son père qu'il pouvait désormais choisir entre des images qui disaient « Je t'aime » et « Merci ». Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait des documents dans le bureau, Marianne trouva une vieille boîte. Elle contenait des papiers d'une organisation caritative hospitalière. Parmi eux, une liste d'enfants qui avaient autrefois été aidés par la fondation créée par la défunte épouse de Victor. Et là, à l'encre effacée, était un nom. Étienne Rivas, son frère. L'hôpital qu'il avait abandonné avait autrefois été financé par la famille Beaumont. Elle resta immobile. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Était-ce le destin, une punition ou une guérison? Elle ne le dit jamais à Victor, mais son engagement s'intensifia encore davantage. Puis la tempête arriva. Tout commença subtilement. Marianne remarqua des regards étranges de la part du personnel de maison, des murmures qui s'arrêtaient quand elle passait. Un jour, quelqu'un plaça des médicaments volés et de l'argent dans sa chambre. Des SMS anonymes commencèrent à arriver. Quelqu'un voulait qu'elle parte. Puis vint la photo. Une image floue de Victor et Marianne partageant un baiser lors d'une nuit silencieuse dans le jardin. Ce n'était pas de la passion, seulement 2 âmes brisées trouvant du réconfort pendant un bref instant. Mais l'image ne montrait pas le contexte. Elle ne montrait que ce qui semblait être une relation inappropriée entre un patron et une employée. Le scandale se propagea comme un incendie. Victor, sous la pression de sa réputation et de ses affaires, lui demanda de partir. Marianne fit ses bagages avec dignité. Elle embrassa Julien sur le front et lui murmura « Je reviendrai ». D'une manière ou d'une autre, la maison redevint froide. Julien cessa de manger. Il cessa d'appuyer sur ses boutons. Il cessa de sourire. Les nouveaux soignants le retrouvèrent en train de retourner à son état antérieur, perdu dans son propre monde silencieux. Victor se plongea dans le travail, mais les réunions perdirent leur sens. Les chiffres sur les écrans devenaient flous. Il restait éveillé la nuit, regardant les enregistrements de l'époque où Marianne était là, voyant son fils rire encore et encore. Puis il reçut l'appel. Marianne avait été agressée dans la rue par un ancien travailleur ayant des rancunes personnelles. Elle fut retrouvée tremblante, ensanglantée, à peine capable de parler. Elle était à l'hôpital, seule, sans famille pour l'accompagner. Victor n'hésita pas une seconde. Il laissa tout et courut vers elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la petite chambre qu'elle avait louée après sa convalescence, il ne parla pas beaucoup. Il dit simplement « Viens à la maison, s'il te plaît ». Et elle le fit. De retour à la maison, Julien la vit et émit un son qui envoya des frissons dans l'échine de tous les présents. Il appuya sur 3 boutons à la suite sur sa tablette. « Ici. Je, maman ». Le silence qui suivit fut accablant. Puis, tout le monde pleura. Employés, Victor, Marianne. Même Julien avait des larmes qui coulaient sur ses joues. À ce moment-là, Victor comprit ce que la richesse ne lui avait jamais donné, une famille. Tout ne changea pas du jour au lendemain. La guérison est rarement instantanée, mais jour après jour, les choses s'améliorèrent. Victor commença à porter des jeans usés au lieu de costumes. Il s'asseyait par terre pour lire des livres à son fils. Il arrosait les plantes.
Il écoutait plus, il parlait moins, il souriait souvent. Marianne emménagea définitivement à la maison, non pas comme employée, mais comme faisant partie de la famille qui se reconstruisait petit à petit. Et chaque nuit, Marianne chantait à Julien pendant qu'il dormait, sa voix douce, ses mains chaudes, son âme enfin en paix. Victor les observait, souvent depuis la porte, se souvenant que certaines histoires ne se terminent pas par un mariage ou une fin heureuse traditionnelle. Elles se terminent par la guérison. Et la guérison était exactement ce dont cette maison et ce cœur avaient le plus besoin. Car parfois, la personne qu'on embauche pour enseigner à son enfant finit par vous apprendre comment vivre. À nouveau, les années qui suivirent apportèrent des changements que personne n'aurait prédits. Julien, bien qu'il ne marcherait ni ne parlerait avec des mots, trouva sa propre façon de communiquer. Il développa un vocabulaire de boutons impressionnant, exprimait des émotions complexes grâce à des combinaisons de sons, et son rire, ce rire qui avait marqué le début de la transformation, devint la bande son de la maison. Victor découvrit des talents qu'il ne savait pas qu'il avait. Il s'avéra être un excellent conteur, inventant des aventures fantastiques qui faisaient se tordre de joie Julien. Il apprit à interpréter chaque son que faisait son fils, chaque mouvement, chaque expression. Marianne non seulement enseigna à Julien, mais transforma toute la maison. Elle introduisit des routines qui incluaient de la musique, de l'art sensoriel et des séances de lecture où toute la famille participait. Les couloirs qui résonnaient autrefois d'échos vides se remplirent désormais de sons de la vie. Ils établirent des traditions. Les vendredis soirs étaient réservés à la fabrication de pizzas. Enfin, Marianne et Victor les faisaient de pendant, que Julien aidait en appuyant sur des boutons qui ajoutaient des sons amusants à leurs activités. Les dimanches étaient consacrés aux visites au parc, où Julien appréciait les balançoires adaptés et observait les autres enfants jouer. Victor réorganisa son empire commercial pour être plus présent à la maison. Il délégua plus de responsabilités, travailla souvent de chez lui et pour la première fois depuis des années, refusa des offres commerciales qui exigeraient son absence prolongée. La révélation concernant le frère de Marianne finit par éclater au grand jour lors d'une conversation nocturne. Victor s'excusa profondément, promettant d'honorer la mémoire d'Étienne grâce à son engagement envers Julien. Ils créèrent une nouvelle fondation en l'honneur d'Étienne et de la défunte épouse de Victor, axée sur la fourniture de soins médicaux de qualité aux enfants handicapés. Avez-vous déjà senti qu'une seule personne peut changer complètement le cours de votre vie? Racontez-nous dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un comme ça. La transformation ne se limita pas à l'interne. L'histoire de cette famille non traditionnelle commença à inspirer les autres. D'autres parents avec des enfants spéciaux commencèrent à venir les voir, cherchant conseil et espoir. Marianne commença à proposer des ateliers informels, enseignant les techniques qu'elle avait développées avec Julien. Victor découvrit que son rôle de père était plus satisfaisant que toute réussite commerciale. Il apprit que la patience était plus précieuse que l'efficacité, que les petits moments de connexion valaient plus que les gros contrats. Un jour, alors qu'ils étaient dans le jardin, Victor lisant à haute voix, Marianne aidant Julien avec ses exercices, le soleil filtrant à travers les feuilles, ils réalisèrent que c'était le foyer dont ils avaient toujours eu besoin. Ce n'était pas parfait. Julien restait un enfant ayant des besoins spéciaux qui nécessitaient une attention constante. Il y avait des jours difficiles, des crises occasionnelles et des moments d'épuisement. Mais ils avaient appris que l'amour n'élimine pas les défis, il les rend gérables. Marianne réfléchissait souvent à la façon dont la perte de son frère l'avait amenée jusqu'à Julien. « Les chemins que prend la vie, disait-elle à Victor, sont plus mystérieux que nous. Ne l'imaginons. » Julien grandit dans la mesure de ses possibilités. Son état ne changea pas, mais sa qualité de vie fut complètement transformée. Il devint le centre joyeux d'un foyer qui avait appris à célébrer chaque petite réussite. Victor conserva sa réussite commerciale, mais il mesura désormais la richesse différemment. La vraie richesse ne résidait pas dans les comptes bancaires ou les propriétés, mais dans les sourires partagés, dans les routines quotidiennes remplies d'amour, dans les moments de connexion profonde. Que découvrira cette famille dans le prochain chapitre de sa vie? La réponse vint de la manière la plus inattendue. La surprise arriva dans le cadre d'une recherche médicale.
un neurologue spécialisé en infirmité motrice cérébrale, avait suivi les progrès de Julien et demanda la permission de l'étudier. Les résultats furent surprenants. Malgré ses limitations physiques, Julien présentait des schémas d'activité cérébrale qui suggéraient une compréhension beaucoup plus profonde que ce que quiconque avait imaginé. Votre fils comprend pratiquement tout ce qui se passe autour de lui, expliqua le docteur. Ses réponses émotionnelles sont extraordinairement complexes. Il ne se contente pas de répondre aux stimuli de base. Il traite des informations émotionnelles et sociales à un niveau très sophistiqué. Cette révélation changea à nouveau leur perspective. Julien n'était pas seulement un enfant qui avait besoin de soins, il était un observateur très conscient du monde qui l'entourait, quelqu'un qui comprenait les subtilités des relations humaines, quelqu'un qui en savait peut-être plus sur l'amour inconditionnel que la plupart des gens. Ils commencèrent à l'inclure dans davantage de décisions familiales, lui expliquaient les changements avant de les faire, lui demandèrent son avis en utilisant son système de boutons élargis. Julien s'épanouit avec cette nouvelle inclusion. L'enfant qui semblait autrefois perdu dans son propre monde était désormais clairement le cœur conscient de la famille. Victor trouva une nouvelle passion en documentant ce voyage. Il écrivait dans un journal chaque nuit, enregistrant les progrès, les défis, les célébrations. « Pour que nous n'oublions jamais, disait-il à Marianne, d'où nous venons et où nous sommes arrivés. » La maison qui était autrefois un mausolée froid pulsait désormais de vie. Les échos qui tourmentaient autrefois Victor étaient maintenant remplacés par des sons de joie. Musique thérapeutique, conversation, rire et les sons uniques que Julien faisait pour communiquer. Marianne avait trouvé sa place non seulement comme soignante, mais comme faisant partie intégrante d'une famille reconstituée. Sa douleur due à la perte de son frère ne disparut pas, mais se transforma en une force curative qui bénéficiait à tous ceux qu'elle touchait. Et Julien, le catalyseur silencieux de toute cette transformation, continuait d'être ce qu'il avait toujours été, un enfant rempli d'amour, attendant d'être vu, compris et aimé inconditionnellement. Les défis ne disparurent pas. Julien avait besoin de soins médicaux constants, de thérapies régulières et d'adaptations continues à mesure qu'il grandissait. Mais chaque obstacle était désormais abordé comme une famille unie. Ils mirent en œuvre de nouvelles technologies qui permettaient à Julien de communiquer de manière plus sophistiquée. Ses conversations devinrent plus longues et plus complexes. Il pouvait exprimer quand il était heureux, quand il ne se sentait pas bien quelles activités il préférait, et même faire des blagues en utilisant des combinaisons inattendues de sons. La relation entre Victor et Marianne avait évolué naturellement. Le baiser dans le jardin qui avait causé tant de scandales semblait maintenant être le moment précis où deux personnes blessées s'étaient donné la permission de guérir ensemble. Il n'y eut pas de demande formelle, pas de mariage extravagant. Un après-midi, ils décidèrent simplement qu'ils étaient déjà une famille, dans tous les sens importants. Les papiers légaux ne feraient qu'officialiser ce que leur cœur savait déjà. Tous les trois, Victor, Marianne et Julien, avaient créé quelque chose de beau à partir des cendres de pertes profondes. L'histoire qui avait commencé avec tant de douleur, un père brisé, un fils incompris, une femme portant le fardeau de pertes passées, s'était transformée en quelque chose d'extraordinaire. Non pas par magie, non pas par des miracles médicaux, mais par quelque chose de beaucoup plus simple et puissant. Un amour authentique, une patience infinie et la volonté de voir au-delà des limitations. Victor se souvenait souvent de ses premiers jours en tant que père de Julien, lorsqu'il restait éveillé en se demandant comment il pourrait aimer quelqu'un de si différent de ce qu'il avait espéré. Maintenant, il ne pouvait pas imaginer aimer son fils d'une autre manière. Marianne avait découvert que sa capacité à aimer n'était pas morte avec son frère, mais qu'elle avait attendu le bon moment pour refleurir à nouveau. Et Julien, simplement en étant lui-même, avait appris à deux adultes que l'amour n'a pas besoin d'être facile pour être réel, que la famille se trouve sous des formes inattendues et que les miracles se présentent parfois sous le déguisement de défis. Quelle nouvelle aventure attendait cette famille peu conventionnelle? La réponse se trouverait dans les jours à venir, dans les petites victoires quotidiennes, dans les moments de paix silencieuse et dans la connaissance qu'ils n'étaient plus seuls dans leur lutte. Les années passèrent comme les pages d'un livre qui avait enfin trouvé son véritable ton. Julien grandit, il ne marcha pas, ne parla pas avec des mots conventionnels,
mais il devint un jeune homme avec une personnalité brillante qui illuminait chaque pièce où il entrait. Victor, maintenant avec plus de cheveux gris, mais avec des yeux plus brillants, avait appris à mesurer le temps différemment. Il ne comptait plus en termes de trimestres fiscaux ou de réunions de conseil d'administration, mais en termes de sourire de Julien, de séances de lecture réussies et de moments de connexion profonde. Ils mirent en œuvre de nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Un dispositif de communication par mouvement oculaire permit à Julien d'écrire des phrases complètes en ne regardant que des lettres sur un écran. Son premier message complet fut « Papa, Marianne, je vous aime beaucoup ». Il y eut des larmes cet après-midi. Marianne avait développé une méthodologie d'enseignement qui était désormais utilisée dans plusieurs centres spécialisés. Elle ne se considérait pas comme une experte universitaire, mais son approche basée sur le fait de voir d'abord la personne avant le handicap avait montré des résultats remarquables avec d'autres enfants. « Je n'ai pas toutes les réponses », disait-elle aux autres parents qui venaient chercher de l'espoir, « mais je sais que chaque enfant a son propre univers intérieur qui attend d'être découvert. » La fondation qu'ils avaient créée grandit modestement mais constamment. Ils ne cherchaient pas à être le plus grand ou le plus avancé technologiquement des centres de réadaptation, mais le lieu où les familles pouvaient trouver de l'espoir, un soutien véritable et la certitude qu'elles n'étaient pas seules. Victor découvrit des talents qu'il ne savait pas qu'il avait. Il s'avéra excellent pour apprendre la langue des signes, adaptée aux capacités de Julien, développa des compétences culinaires respectables et devint un conteur extraordinaire capable de transformer les après-midi ordinaires en aventures épiques. Les rituels familiaux se solidifièrent. Les samedis matins étaient réservés aux crêpes et à la musique classique. Julien avait développé une préférence pour Vivaldi. Les mardis soirs étaient consacrés aux films, avec des descriptions supplémentaires pour que Julien puisse comprendre les parties visuelles qu'il ne pouvait pas voir clairement. Les jeudis étaient réservés à l'exploration du jardin, où Julien appréciait le soleil sur son visage et les sons de la nature. La maison s'était complètement transformée. Les couloirs de marbre avaient maintenant des tapis moelleux et des photographies de famille. Les jardins formels avaient cédé la place à des aires de jeu adaptées et à des jardins sensoriels avec des plantes aromatiques et des textures variées. Dans cette nouvelle normalité, ils constatèrent que les défis n'avaient pas disparu, mais que leur capacité à y faire face avait augmenté de façon exponentielle. Julien avait parfois des jours difficiles où son état de santé nécessitait une hospitalisation. Mais même dans ces moments-là, ils affrontèrent la situation comme une unité cohérente. Lors d'une de ces hospitalisations, quelque chose de remarquable se produisit. Julien, utilisant son dispositif de communication, dit à une petite fille dans la chambre voisine que tout irait bien. L'infirmière, surprise, leur raconta que ce furent les premiers mots que la petite fille avait entendus depuis des jours, autres que des instructions médicales. Ils se rendirent compte que Julien, malgré ses limitations ou peut-être à cause d'elles, avait une capacité unique à entrer en contact avec d'autres personnes qui traversaient des difficultés. Ils commencèrent à amener régulièrement Julien à l'hôpital en tant que visiteur. Sa présence semblait avoir un effet calmant sur d'autres jeunes patients. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement, mais les résultats étaient indéniables. « C'est comme s'il comprenait la douleur d'une manière que nous ne pouvons pas », observa un pédiatre. Cette nouvelle dimension de la vie de Julien ajouta un autre niveau de but à ses journées. Il n'était plus seulement l'enfant qui avait besoin d'être soigné, mais aussi le jeune homme qui pouvait offrir du réconfort aux autres. Victor et Marianne observaient avec émerveillement comment leur fils avait trouvé sa propre façon de contribuer au monde. Un après-midi de printemps, alors qu'ils étaient dans le jardin, le soleil filtrant doucement à travers les nouvelles feuilles, Julien profitant de la brise sur son visage, Victor lisant à haute voix, Marianne organisant les fleurs qui avaient fleuri pendant la semaine. Il devint évident qu'ils avaient construit quelque chose de beau à partir des cendres de la perte et de la douleur. Ce n'était pas la maison que Victor avait imaginée quand il était un jeune entrepreneur, ambitieux. Ce n'était pas la vie dont Marianne avait rêvé lorsqu'elle étudiait pour devenir enseignante. Et ce n'était certainement pas la vie que n'importe quel parent espérerait pour son enfant. Mais c'était leur foyer, leur vie, leur famille, et c'était parfait dans son imperfection. Cet après-midi-là, Julien utilisa son appareil pour former une phrase qui les laissa sans voix. « Mon cœur est heureux ici ».
Les changements se sont étendus au-delà de leur maison. L'histoire de la famille Beaumont-Hébert était devenue un phare d'espoir dans la communauté. D'autres parents d'enfants spéciaux les contactaient régulièrement, cherchant non seulement des conseils pratiques, mais aussi l'espoir qu'ils irradiaient. Victor organisa des réunions mensuelles chez lui où ces familles pouvaient se rencontrer. Marianne dirigeait des sessions pratiques de communication alternative. Julien, dans sa forme silencieuse mais puissante, était simplement présent, rappelant à tous que la joie était possible. Un jour, ils reçurent une visite inattendue. Une journaliste voulait écrire leur histoire pour un magazine national. Victor, initialement réticent, il se souvenait encore du scandale des années précédentes, accepta finalement lorsque Marianne fit remarquer que leur histoire pourrait aider d'autres familles. L'article, intitulé « Le millionnaire qui, apprit à voir », devint viral. Ils reçurent des milliers de messages de soutien, des histoires similaires et des demandes d'aide. Ce qui avait commencé comme leur histoire personnelle était devenu une partie de quelque chose de plus grand, un mouvement vers l'inclusion et la compréhension. Julien, maintenant un préadolescent, avait développé un répertoire de communication impressionnant. Il pouvait utiliser plusieurs appareils, avait appris à créer des combinaisons de sons qui exprimaient des émotions complexes et avait développé un langage gestuel unique que toute la famille comprenait. Ces séances de thérapie étaient devenues des rencontres qu'il attendait avec impatience, non pas parce qu'elles étaient faciles, mais parce qu'elles représentaient de nouvelles possibilités d'expression et de connexion. Un thérapeute commenta « Je n'ai jamais vu un patient aussi collaboratif. C'est comme s'il comprenait que chaque séance est une étape vers une communication plus riche. » La relation entre Victor et Marianne s'était développée avec la même patience et le même dévouement qu'ils avaient appliqué avec Julien. Leur amour avait grandi lentement, cultivé dans des moments petits mais significatifs, mains entrelacées lors de longues séances médicales, sourires partagés lorsque Julien réussissait quelque chose de nouveau, des conversations profondes, après qu'il se soit endormi. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin de leur maison. Julien fut le porteur des alliances. Enfin, techniquement, les alliances étaient attachées à sa chaise, mais il appuya sur le bouton qui fit jouer les marches nuptiales. Son rire de pure joie pendant la cérémonie fit pleurer et rire tous les invités en même temps. Les années apportèrent de nouveaux défis médicaux à mesure que Julien grandissait. Son état de santé signifiait qu'il devrait constamment s'adapter. Mais chaque adaptation était abordée avec la confiance acquise au fil des années de petites victoires. Lorsque Julien développa des complications respiratoires qui nécessitaient un changement important dans sa routine de soins, il n'y eut pas de panique, seulement des plans soignés, des consultations médicales et la détermination familiale à trouver le moyen de maintenir sa qualité de vie. Au cours de cette période difficile, Julien surprit tout le monde en exprimant « Je n'ai pas peur. Ma famille est là ». Ces mots, formés avec application sur son appareil de communication, portaient un poids que de simples mots ne pourraient pas transmettre. La fondation grandit organiquement. Elle ne devint pas une organisation massive, mais développa une réputation pour la qualité de l'attention personnalisée et l'approche innovante en matière de communication alternative. Victor avait restructuré son empire hôtelier pour fonctionner plus efficacement avec moins de participation directe de sa part. Ses dirigeants, initialement préoccupés par cette transition, furent surpris de découvrir que les opérations non seulement se poursuivaient sans problème, mais qu'elles s'étaient améliorées. La perspective renouvelée de Victor et son approche axée sur le bien-être général avaient même amélioré son leadership d'entreprise. Marianne avait écrit de manière informelle ses méthodes dans un cahier qui circulait entre les thérapeutes et les éducateurs spécialisés. Elle fut finalement persuadée de les formaliser dans un livre. Voir la personne en premier. Une approche intégrale pour la communication avec les enfants ayant des besoins spéciaux devint une ressource précieuse dans le domaine. Mais pour elle, la plus grande réussite n'était pas la reconnaissance professionnelle, mais les moments quotidiens où Julien essayait quelque chose de nouveau, où il exprimait une idée complexe, où il entrait en contact avec une autre personne. « Chaque jour m'apprend quelque chose de nouveau », disait-elle aux journalistes, sur la résilience, sur l'amour, sur la façon de trouver la joie dans des endroits inattendus. À mesure que Julien entrait dans l'adolescence, ils commencèrent à planifier son avenir à long terme. Que se passerait-il quand il deviendrait adulte?
Comment pourrait-il s'assurer qu'il ait une vie riche et pleine de sens? Ils travaillèrent avec une équipe de spécialistes pour élaborer un plan qui lui permettrait de conserver son autonomie, dans la mesure de ses capacités, tout en ayant le soutien dont il aurait besoin toute sa vie. Ils découvrirent des programmes où de jeunes adultes comme Julien pouvaient contribuer aux communautés, en utilisant une technologie adaptative pour participer à des travaux significatifs. Julien exprima un intérêt particulier, via son appareil de communication, pour aider d'autres enfants handicapés. Il avait remarqué que lorsqu'il visitait l'hôpital, d'autres enfants réagissaient positivement à lui. « Je veux être leur grand frère », avait-il communiqué. Le développement social et technologique continua à jouer en sa faveur. De nouveaux appareils apparurent régulièrement, élargissant les possibilités de communication de Julien. La réalité virtuelle adaptative lui permit d'expérimenter des choses que son corps ne pouvait pas faire physiquement. Les interfaces de contrôle oculaire devinrent plus sophistiquées, lui permettant de contrôler son environnement avec une précision accrue. Mais la technologie, aussi impressionnante soit-elle, ne remplaça jamais le facteur humain essentiel, la présence constante de personnes qui l'aimaient, le comprenaient et croyaient en son potentiel. Pour son 16e anniversaire, Julien utilisa son appareil le plus avancé pour faire un discours. Il fallut près de 20 minutes pour former complètement la phrase, mais lorsqu'il la reproduisit via le synthétiseur vocal, il n'y eut pas un œil sec dans la pièce. « Merci de m'avoir appris que différent ne signifie pas moins. Merci de m'avoir montré tous les jours que l'amour rend tout possible. Merci d'être ma famille parfaite. » La célébration qui suivit ne fut pas extravagante. Il n'y avait que les personnes les plus importantes de leur vie, mangeant du gâteau, fait maison et partageant des histoires. Mais ce fut parfait dans sa simplicité et son authenticité. Victor, maintenant un homme qui mesurait le succès en des termes complètement différents de ceux de sa jeunesse, réfléchit au voyage qui les avait amenés jusqu'à ce moment. Il avait perdu beaucoup. Sa femme, des années de connexion profonde avec son fils, la simplicité d'une vie normale. Mais il avait gagné plus qu'il n'avait jamais imaginé possible. Une compréhension profonde de l'amour inconditionnel, une appréciation pour chaque petit moment, une famille qui avait été forgée dans les feux de l'adversité et qui en était sortie plus forte. Marianne pensait souvent à son frère Étienne, se demandant s'il avait, d'une manière ou d'une autre, joué un rôle en la guidant vers Julien. Il n'était pas une personne particulièrement religieuse, mais il y avait des moments où la synchronisation des événements semblait plus qu'une simple coïncidence. À ces moments-là, il murmurait « Merci, frère. J'espère que tu es fier. » Et Julien, le catalyseur de toute cette transformation, continuait d'être exactement qui il était. Un jeune homme avec des défis uniques qui avait appris à tous ceux qui l'entouraient la véritable nature du courage, de la joie et de l'amour. Son rire, ce rire grinçant et guttural qui avait marqué le début de leur voyage ensemble, résonnait encore à travers la maison, leur rappelant quotidiennement qu'il avait trouvé sa place dans le monde et que le monde était un meilleur endroit grâce à sa présence en lui. Les saisons continuaient de changer, les printemps apportèrent de nouveaux défis et de nouveaux espoirs. Les étés étaient remplis de thérapies en plein air et de pique-niques dans le jardin. Les automnes signifiaient s'adapter à de nouvelles routines scolaires et à de nouvelles activités. Les hivers étaient à l'occasion de festivités spéciales et de plus de temps à la maison. À travers tout cela, la constante était l'amour, imparfait, parfois épuisé, toujours en renouveau, toujours en croissance. Julien, maintenant un jeune adulte, avait dépassé bon nombre des pronostics médicaux, non pas physiquement mais en termes de sa capacité à se connecter, à communiquer et à contribuer. Sa présence avait transformé non seulement sa famille, mais aussi toute une communauté de familles qui avait trouvé de l'espoir dans son histoire. Victor, formellement retraité mais plus actif que jamais dans la cause qu'ils avaient adoptée, s'asseyait souvent dans le jardin l'après-midi, observant Marianne et Julien lors de leurs séances quotidiennes, s'émerveillant de la façon dont la vie avait pris des formes aussi inattendues et belles. Dans ces moments de contemplation silencieuse, il réalisa quelque chose de profond. Ils avaient construit plus qu'une famille. Ils avaient construit un témoignage vivant du fait que l'amour transcende les limitations, que la famille se trouve de manières inattendues et que les plus grands miracles se présentent souvent sous le déguisement des plus grands défis.
Qu'est-ce qui allait arriver à cette famille extraordinaire? C'était la question que les amis et les admirateurs de leur histoire posaient souvent. La réponse était simple, plus de la même chose. Plus de jours remplis de petites victoires. Plus de nuits tranquilles avec des lectures partagées. Plus de moments où Julien surprendrait tout le monde par une nouvelle expression de compréhension ou d'affection. Plus d'occasions d'aider d'autres familles à trouver leur propre chemin à travers des défis similaires. Ils n'attendaient pas de guérison miraculeuse ou de transformation spectaculaire. Ils avaient appris que la véritable transformation se produit par étapes quotidiennes, par des choix constants de voir les possibilités là où d'autres ne voient que des limitations, par la décision répétée d'aimer, même quand, surtout quand, c'est difficile. Leur histoire avait commencé avec la perte, le rejet et le désespoir. Elle s'était développée à travers des malentendus, des défis médicaux et des scandales sociaux. Mais elle avait fleuri en quelque chose de beau, une démonstration que les familles se forment de bien des manières, que l'amour se manifeste par des actions quotidiennes, plutôt que par des gestes grandioses, et que chaque personne, quelles que soient ses limitations, a une valeur infinie et une contribution unique à apporter au monde. Dans son cœur, c'était une histoire simple, sur le fait de voir au-delà des apparences, sur la persévérance face aux difficultés, sur la joie trouvée dans des endroits inattendus. C'était l'histoire d'un homme qui avait bâti un empire commercial, mais qui avait failli perdre le plus important. C'était l'histoire d'une femme qui a transformé la douleur de la perte personnelle en une force curative pour les autres. C'était l'histoire d'un enfant qui, sans pouvoir marcher ou parler de manière conventionnelle, était devenu le professeur le plus puissant que l'un d'eux ait jamais connu. Mais par-dessus tout, c'était une histoire sur la famille. Non pas la famille que vous planifiez ou espérez, mais la famille que vous construisez jour après jour grâce à l'amour, à la patience et à la volonté de voir les possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et cette histoire continuerait jour après jour dans les petits moments qui composent une vie, dans le son du rire de Julien emplissant les couloirs, dans les mains de Victor et Marianne enlacées alors qu'ils regardent leur fils explorer une nouvelle capacité, dans les messages d'autres familles qui avaient trouvé de l'espoir dans leur exemple. Elle continuerait à chaque séance de thérapie où Julien atteindrait un nouvel objectif, à chaque nuit où Marianne lui chanterait une berceuse pour l'endormir, à chaque matin où Victor se réveillerait reconnaissant pour un autre jour, avec sa famille imparfaite, mais parfaite. Leur histoire n'avait pas de fin car les véritables histoires d'amour et de famille ne se terminent jamais. Elles ne font que se développer, chapitre après chapitre, moment après moment, choix après choix, en continuant d'aimer, de continuer d'espérer, de continuer à construire quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de ce qui autrefois était le futur. Et quelque part au centre de tout cela, Julien continuerait d'être exactement qui il avait toujours été. Un enfant, maintenant un jeune homme, rempli d'amour, attendant d'être vu, compris et aimé inconditionnellement. Un enfant dont la façon unique d'exister dans le monde avait enseigné à sa famille, et à beaucoup d'autres, les leçons les plus profondes sur ce que signifie réellement être vivant, être connecté et être complet. À travers toutes les larmes, les rires, les défis et les triomphes, une chose est restée constante. Dans une maison qui était autrefois froide et vide, 3 cœurs avaient trouvé leur foyer l'un dans l'autre, créant une famille qui témoignait du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Et c'était peut-être le plus grand miracle de tous. Félicitations. Écrivez 7 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt dans l'une des histoires sur votre écran.